En cette période des Jeux olympiques, un petit peu de nostalgie olympique, c'est toujours le fun. Je vous propose qu'on revisite ensemble le parcours en hockey masculin de l'équipe canadienne en 2002 qui a remporté à ce moment-là la première médaille d'or du pays en 50 ans. Oui, la dernière fois que ça s'était produit, c'était en 1952. Ceci étant dit, nuance importante, c'est seulement qu'en 98, les Jeux précédents, que la Ligue nationale a finalement pu accéder aux Jeux olympiques. Sans ça, le Canada aurait probablement gagné plus qu'une fois en 50 ans. Je viens de parler des Jeux olympiques. Il faut rappeler aussi que les Jeux de 2002 surviennent après une grosse déception en 98 à Nagano où l'équipe canadienne se fait éliminer en demi-finale en tir de barrage contre la République tchèque de notamment Dominique Hasek. Et l'image la plus marquante, j'ai le goût de dire, des Jeux olympiques de 98, en tout cas en ce qui concerne le hockey, c'est assurément celle de Wayne Gretzky pratiquement à la fin de sa carrière, assis tout seul sur le banc de longs instants après la défaite du Canada. Et Wayne Gretzky, comme vous en rappelez sûrement, qui n'avait pas été envoyé en tir de barrage par l'entraîneur-chef Mark Crawford. Le Canada a perdu. Et c'est certain que ça avait mal passé, même si Wayne Gretzky est en fin de carrière, de laisser le plus grand pointeur de l'histoire du hockey sur le banc de tir de barrage, donc ça avait mal passé. Donc, c'est ce même Wayne Gretzky en 2002 qui est le directeur général de l'équipe et c'est lui qui a le dernier mot en fait sur les joueurs qu'on va choisir. Le plan de l'équipe est clair, c'est que contrairement à 98 où on avait davantage de joueurs de rôle, saluons ici Rob Zamuner, en 2002 on veut une équipe imposante mais on veut surtout une équipe rapide et plus talentueuse que l'édition de 1998. À preuve du groupe choisi, il y a 14 joueurs qui, quand ils vont prendre leur retraite, après leur retraite, ils vont être intronisés au temple de la renommée du hockey. 14 joueurs de l'équipe canadienne. Cependant, Wayne Gretzky, avant de faire la sélection, apprend qu'il ne pourra pas compter sur Patrick Roy, qui était, au moment de la sélection, le gardien qui avait les meilleures statistiques dans la Ligue nationale de hockey, même s'il était en fin de carrière. Patrick Roy qui a appelé Wayne Gretzky et qui l'a informé qu'il se retirait lui-même de la course, si on veut, pour représenter le Canada parce qu'il voulait davantage se concentrer sur sa fin de saison avec l'Avalanche et sur les séries éliminatoires. Donc, ça enlevait un Québécois pour l'édition canadienne. Et j'ai le goût de te dire que ce débat-là de la représentation québécoise avec l'équipe canadienne au hockey, ça ne date pas d'hier. Parce qu'à ce moment-là, il y a seulement 3 Québécois qui figurent sur l'équipe canadienne. Évidemment, dans les buts, il y a Martin Brodeur. Encore plus évidemment, j'ai le goût de te dire, le capitaine de l'équipe, le premier joueur annoncé, la grande vedette offensive de l'équipe, même si cette vedette-là est relativement en fin de carrière. Bien sûr, Mario Lemieux, qui était le capitaine de l'équipe, et le plus jeune joueur de l'équipe, qui a été choisi, si tu veux, en dernier, c'était Simon Gagné, âgé de seulement 21 ans, qui lui disputait sa 3e saison dans la Ligue nationale seulement avec les Flyers. Et on apprend que à la fin, c'était entre Simon Gagné ou Keith Primeau, qui est 2 joueurs totalement différents. Finalement, un qui était davantage en fin de carrière, un gros joueur imposant physiquement, un joueur plus défensif, certainement moins doué que Simon Gagné, certainement moins rapide que lui. Donc, on opte pour Simon Gagné, qui va aussi représenter le Canada aux Jeux olympiques en 2006. Ce groupe-là est dirigé par Pat Quinn et on voit aussi qu'il y a Jacques Martin qui est sur l'équipe d'entraîneurs, qui est entraîneur adjoint. Donc, le tournoi part. On affronte la Suède et là, je vous rappelle qu'on part le tournoi avec ce sentiment-là de faire mieux qu'en 98 et d'être plus convaincant, assurément. Et ça part bien contre la Suède. Michael Pekka, début de première période, fait 1-0 pour le Canada. Et puis après, c'est pas mal tout. C'est pas mal tout ce qu'il y avait de positif pour le Canada dans ce match-là. La Suède qui a répliqué avec 4 buts sans riposte. Finalement, une victoire de 5-2 en levée de rideau. Mats Sundin, 2 buts, une passe dans ce match-là. Donc, ce n'est qu'un premier match, mais c'est quand même un constat alarmant, disons. Deuxième match, ensuite, c'est contre l'Allemagne. C'est Martin Brodeur qui est devant le filet pour ce deuxième match-là. Curtis Joseph était devant le filet pour le premier match. Et si tu penses que l'Allemagne, c'est pas une force au hockey aujourd'hui, en 2026, ça l'était encore moins dans le temps. Les principaux joueurs de l'Allemagne, là, à ce moment-là, on parle de Christian Ehrhoff, qui a seulement 19 ans, de Marco Sturm, qui est un bon joueur de la Ligue nationale, Teuo Kenneth et Dennis Seidenberg, qui sont des joueurs plus marginaux, disons, dans la Ligue nationale. C'est les 4 seuls joueurs qui représentaient l'Allemagne qui étaient dans la LNH. 2 jours avant, on a perdu 5-2 contre la Suède, qui est quand même une puissance au hockey. Et là, il y a un sentiment d'urgence qui commence à s'installer parce que comprends-tu qu'à mi-chemin dans le match, c'est encore 0-0 contre l'Allemagne et ses 4 joueurs de la LNH. Joe Sakic fait baisser la pression un petit peu, fait
1-0. Finalement, le Canada va remporter ce match-là, mais seulement 3-2. Les Allemands qui inscrivent 2 buts en troisième période. Donc, on peut parler c'est une victoire, mais il n'y a personne qui est convaincu. Troisième match maintenant contre la République tchèque, qui, je vous le rappelle, a éliminé le Canada 4 ans plus tôt en demi-finale. Dernier match de la phase préliminaire. Et Mario Lemieux fait sa part dans ce match-là avec 2 buts. Ça n'empêche pas le Canada de tirer de l'arrière 3-2 en troisième période. Et à ce moment-là, c'est Joe Nieuwendyk qui crée l'égalité. Ça va se terminer à 3-3. Donc, le Canada, après la phase préliminaire, on a une fiche d'une victoire, une défaite et un verdict nul. Et la victoire, c'est contre l'Allemagne. Pas besoin de te dire qu'il n'y a pas grand monde qui sont convaincus jusqu'à présent dans le tournoi. Donc, le Canada va terminer au troisième rang de son groupe, derrière la République tchèque, derrière la Suède qui finit au premier rang. En quart de finale, donc, on affronte la Finlande qui a terminé au deuxième rang de l'autre groupe grâce à une victoire surprise dans le troisième match contre la Russie. Et là, on ne peut plus perdre, évidemment. On ne peut pas se permettre une défaite parce que la catastrophe serait probablement encore plus grande qu'en 1998. Ça commence bien. Canada fait 1-0, but de Joe Sakic sur une belle passe de Simon Gagné. Puis 2-0, but de Steve Yzerman sur une passe, une autre belle passe, celle-ci de Mario Lemieux. Finalement, le Canada l'emporte 2-1 contre la Finlande. On se dirige en demi-finale. Et là, en demi-finale, immense surprise. Immense surprise, le Canada affronte la Biélorussie. Pourquoi? Parce que les Biélorusses ont causé une immense surprise avec une victoire de 4-3 en quart de finale contre la Suède, qui avait terminé au premier rang du groupe dans lequel le Canada évoluait. Et puis, les gens qui sont assez vieux vont se rappeler du fameux but que Tommy Salo, le gardien suédois, a accordé, un tir de loin qui... la rondelle lui est arrivée tout près de la clavicule. La rondelle est rentrée dans le filet. Les Suédois n'ont jamais pu se remettre de ce but-là. Donc, Canada-Biélorussie en demi-finale. Et bon, là, pour la première fois du tournoi, on voit l'adversaire n'est pas de taille, là, mais on voit le Canada dominant. Une victoire de 7-1 pour se rendre en finale. Canada qui domine 51-14 au chapitre des tirs au but. Donc, ça n'a pas été si convaincant. Ça n'a certainement pas été facile. Ça a mal commencé, mais au final, le Canada est où il veut. Un duel en finale contre les États-Unis à Salt Lake City. Et pour les nostalgiques du hockey, une finale Canada-États-Unis, c'était une finale entre des joueurs doués, oui, mais des gros joueurs imposants. Les vedettes des années 90. Pour le Canada, c'était les Lemieux, les Yzerman, les Joe Sakic. Pour les États-Unis, c'était les Keith Ketchuk, les Tony Amonte, les Mike Modano, les Brian Leetch et les Phil Horsley. Donc, 2 équipes de vétérans, de futurs membres du temps de la renommée. 2 équipes aussi, tu n'avais pas beaucoup de joueurs de 20-21 ans. C'était des vedettes des années 90, il y a même des joueurs qui avaient joué dans les années 80, qui étaient relativement en fin de carrière aussi. Donc là, les États-Unis prennent les devants 1-0 grâce à un bon tir de Tony Amonte. Et après ça, si l'image de Wayne Gretzky, l'image négative de Wayne Gretzky assis tout seul au banc en 1998, ça représente l'image la plus forte de ce tournoi-là, survient la séquence positive la plus forte, selon moi, du Canada aux Jeux olympiques de 2002. C'est celle où Chris Pronger effectue une passe vers le milieu de l'enclave et Mario Lemieux, avec tout le talent qu'on lui connaît, toute l'intelligence au jeu qu'on lui connaît, fait une petite feinte avec son bâton, fait mouche de faire un tir ou de rediriger une passe, mais ne touche jamais à la rondelle. La rondelle s'en va de ses 2 jambes. Et de l'autre côté, il y a Paul Kariya qui attend la rondelle et qui pousse, j'ai le goût de te dire, assez facilement la rondelle dans le filet parce que cette feinte-là de Mario Lemieux avait complètement déjoué Mike Richter. Et ce but-là permet au Canada de créer l'égalité 1-1. Un des meilleurs, sinon le meilleur joueur de la LNH à ce moment-là, c'est un jeune Jerome McGinley qui, au moment où la saison de la LNH s'est arrêtée pour faire place aux Jeux olympiques, était le premier pointeur de la Ligue nationale. C'est lui qui a remporté le trophée Art Ross cette saison-là. C'est aussi lui qui a donné les devants 2-1 au Canada en redirigeant une superbe passe de Joe Sakic. Joe Sakic a d'ailleurs été le joueur clé du Canada dans ce match-là, dans cette conquête-là pour la médaille d'or. Avec un pointage de 2-2, c'est lui qui va faire 3-2. Ensuite de ça, va être complice sur le but du Canada qui fait 4-2. Et c'est lui qui va vraiment clouer le cercueil en débordant sur l'aile avec un bon tir. C'est lui qui va clouer le cercueil en fin de troisième période pour les États-Unis, en fait, en faisant le but qui fait 5-2. Joe Sakic va être nommé le joueur le plus utile de la partie. Je pense que cette victoire-là du Canada en 2002 a été le premier jalon
pour remonter la confiance du peuple canadien envers le hockey. On s'est probablement remis à croire que le hockey, c'était notre sport et que dans un des rares sports, c'était le sport dans lequel on était le meilleur au monde. Rappelez-vous, après ça, quelques années plus tard, à partir de 2005, le Canada au championnat mondial junior a remporté la médaille d'or à 5 reprises. Chez les hommes, aux Jeux olympiques, évidemment, il y a eu le fiasco de 2006 où le Canada, encore une fois, a été écarté du podium. Sauf que le Canada s'est repris en 2010 et en 2010 à Vancouver avec le but de Sidney Crosby et en 2014 à Sochi aussi. Donc, le Canada était sur une séquence de 3 médailles d'or en 4 Jeux olympiques quand même. Le Canada, ensuite, les joueurs de la Ligue nationale n'ont pas participé aux Jeux olympiques lors des deux suivants en 2018 et en 2022. Reste maintenant à voir en 2026 si on va être capable de conserver notre trône, du moins quand les joueurs de la Ligue nationale sont présents.